Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. À bras le corps. Bonjour à tous et à toutes. Depuis plusieurs mois, je travaille sur ce projet de podcast que je voudrais autour de la thématique du corps. J'aurais aimé le faire dans de meilleures conditions, avec un meilleur matériel que juste sur Audacity. Mais bon, confinement oblige, je suis un peu obligée de faire avec les moyens du bord. Et en même temps, je me dis que ce serait dommage de pas se saisir de ce moment où j'ai davantage de temps et où peut-être vous aussi pour lancer ces discussions sur le corps. Alors tout d'abord, pour vous présenter un peu mon idée, l'objectif de ce podcast, c'est pour moi d'ouvrir un nouvel espace de prise de parole collective qui soit à la portée de chacun et chacune. L'idée, c'est de faire dialoguer nos différents rapports et nos multiples sensibilités au corps par une myriade de supports sonores hétéroclites, qui peuvent être donc des témoignages, mais aussi parfois juste des prises de son, des onomatopées, des fragments de langage, des poésies, des musiques, des textes, des chansons, tout ce que vous pourriez avoir envie de partager. C'est un projet que je voudrais politiquement engagé, radicalement féministe, queer et anti-autoritaire. Il est basé sur une démarche de déconstruction sociologique et philosophique, et notamment sur la conviction que nos corps sont depuis des siècles des objets et des sujets d'oppression, de modulation, de socialisation et d'autodiscipline, mais que nous avons toujours réussi à trouver des points de fuite, que nous sommes toujours parvenus à réaliser des syncrétismes, à créer, à inventer, à resignifier. En bref, ce projet ambitionne de fournir le miroir autant qu'une potentielle ressource supplémentaire pour l'ensemble de nos résistances individuelles et collectives, en revendiquant une réappropriation de nos corps face aux différents pouvoirs qui essayent de les soumettre, parce que le philosophe Paul Béatrice Preciado, que j'affectionne particulièrement, appelle des révolutions somatiques quotidiennes. Pour inaugurer ces podcasts, je pense qu'il est d'abord nécessaire que je situe ma propre voix, que j'explique de pourquoi je m'intéresse au corps, quel est mon rapport au corps, et qui a suscité en fait ses premières réflexions à ce sujet. Pourquoi le corps ? En ce qui me concerne donc, j'estime que la prise de conscience de mon corps comme objet particulier est extrêmement récente. À l'écoute d'un certain nombre de podcasts et à la lecture de pas mal de bouquins, je me suis rendu compte que la plupart de celles et ceux qui racontaient entretenir un rapport ou une représentation particulière à leur corps, ou au moins à une partie de celui-ci, les liaient toujours à une prise de conscience ou liée à une expérience spécifique, le plus souvent négative. Pour certains et certaines, il s'agissait d'un événement traumatique, un accident, une maladie, une agression. Pour d'autres, il s'agit de leur première confrontation à l'une des nombreuses oppressions systémiques qui imprègnent nos relations sociales, comme le sexisme, le racisme, le validisme. De façon générale, la conscience de notre corps, la première idée que l'on peut se faire, se fait souvent en rapport à l'autre, au regard de l'autre, à son visage, dirait le philosophe Lévinas. Le visage de l'autre qui nous révèle à nous-mêmes en tant qu'individus différents, mais appartenant néanmoins à la même humanité. Pour ma part, aussi loin que je me souvienne, et le plus gros de ma vie, mon corps ne m'intéressait pas. De nature extrêmement active et curieuse, me mouvant sans cesse dans de nouveaux espaces, avide de nouvelles expériences, mon corps a gardé longtemps un statut secondaire. Quand je dis que j'étais de nature active, voilà encore une expression qui interroge. Car a-t-on une véritable nature ? Nous est-elle tout à fait singulière ou partage-t-on un socle commun avec l'ensemble des êtres vivants dont seule l'accumulation des expériences nous permet de développer une version tout à fait particulière ? Autant de questions sur lesquelles j'aimerais revenir plus tard. En tout cas, je ne sais pas d'où me venait ce besoin de sans cesse nouveauté, ce besoin d'action et de connaissance. Mais toujours est-il que mon corps, s'il était malgré tout l'acteur de cette suractivité, je ne lui accordais pas beaucoup plus d'attention que ça. Il me semblait même plutôt du côté des obstacles, des organes capricieux dont l'entretien ralentissait mes projets, une limite matérielle qui m'empêchait de voler. En plus de cela, sa couche de chair fragile, ses muscles encore inachevés, sa nudité dans un monde peuplé d'objets râpants, tranchants, écrasants, piquants, enserrants, tout ça me rendait banalement vulnérable. Je tentais de trouver des stratégies pour défier ce corps, ignorer la douleur, surmonter toute apparente incapacité physique.
Cette vision négative du corps, c'est un peu celle de Platon finalement. En effet, le célèbre philosophe grec ne portait pas le corps dans son cœur. À l'origine d'une distinction nette entre corps et esprit, qui alimentera des siècles de philosophie occidentale, Platon associe la matérialité du corps aux plus bas aspects de l'être humain. Le corps, c'est une cage, voire une illusion, une tromperie. Par ses innombrables besoins et ses désirs, par son aspect mortel donc vulnérable, il nous détourne de la seule quête vraiment légitime, celle du beau, de la vérité, au sein du monde des idées. Il est le siège de la corruptibilité, ce par quoi l'homme est enchaîné au sein de la fameuse caverne. Platon nous invite donc à nous en détacher, à nous en purifier, en nous privant volontairement de l'assouvissement de la plupart des désirs terrestres. Contre la vision du corps boulé, j'étais fascinée par toutes celles et ceux pour qui le corps ne semblait pas être un frein. Celles qui, l'utilisant comme matière première de leur art, parvenaient au contraire à le magnifier. Acrobate, contorsionniste, me fascinait. Ne disposant pas moi-même d'une souplesse légendaire, j'aimais m'adonner à des jeux où j'imaginais pousser la maîtrise de mon corps jusqu'à ces miracles. Cette exploration se joignait à une volonté plus large d'autonomie, et notamment le sentiment de grandir dans un monde imposé, dont les limites et les ressorts m'échappaient. Très jeune, déjà, je nous voyais tous et toutes prises dans les filets des rapports d'échange marchands qui nous engloutissaient, nous empêchant de développer l'entièreté de nos potentialités, de créer, de nous accomplir pleinement. Dès la naissance, on nous plongeait dans un monde fake, urbain et technique, coupé du milieu naturel, et on nous refusait le droit même à chercher comment répondre à nos besoins les plus élémentaires par nous-mêmes. Assistés dès la première goulée d'air, directement au sein de constructions urbaines, sociales et économiques mises en place par d'autres, bien avant notre arrivée, par des gens qu'on ne rencontrerait jamais. Nourris par les autres, chauffés par les autres, dépendant d'un système politique pour l'ensemble des décisions concernant la gestion de son existence. Obligés de rentrer dans des successions de moules, de se conformer à un ensemble de codes, les codes de l'école menant plus tard à ceux d'un monde professionnel, qui était une entité abstraite, mais qui paraissait pourtant gouverner l'ensemble des comportements des citoyens dès le plus jeune âge. On décidait même de notre identité, de notre sexe, de notre nationalité, de notre race. Tout cela semblait normal, accepté de tout le monde. C'était ça qui m'étonnait le plus, je crois. Je me suis construite sur cette totale incompréhension. Petite idéaliste révoltée contre le monde entier, projetant de consacrer ma vie à une lutte pour faire de ce monde quelque chose de plus juste, en tout cas un peu moins insensé. En attendant, je me shootais à la littérature fantastique. Les héroïnes de littérature de Pierre Bottero étaient celles qui m'inspiraient le plus. Celles qui, muées par une liberté absolue, dans leurs principes, mais aussi dans leurs valeurs, mouvaient leur corps dans une totale harmonie avec l'espace les environnant, confondant leur sensibilité intérieure avec le reste de l'environnement extérieur. Paradoxalement, j'ai aussi grandi très imprégnée des valeurs méritocratiques de classe moyenne de la famille dans laquelle j'évoluais. Et il y avait quelque chose de l'ordre d'un principe moral supérieur à atteindre qui me poussait à continuer à déconsidérer les besoins de mon corps. Il n'était pas la priorité. C'était une perte de temps. Le plaisir ne devait venir qu'au prix d'abord de l'effort. Pour mériter des petits instants de bonheur, il fallait réussir à l'école, dans le sport, dans l'art, être digne, altruiste. Je ne pouvais pas l'analyser comme ça à l'époque, mais je suivais en fait une philosophie ascétique très petit bourgeois. Dans mon comportement d'enfant, puis d'ado, cela se manifesta d'abord par un désintérêt pour la sexualité et un dédain pour l'esthétique. Aux grandes dames de ma mère qui me répétaient de soigner davantage l'image que je renvoyais de moi-même et de prendre soin de moi. Cette négligence me coûta cher, surtout dans l'univers impitoyable du collège. Mon corps, à ce moment-là, fut comme beaucoup d'autres la cible de violences verbales et physiques, autant que l'instrument indispensable de sa propre préservation. Dégager des stratégies d'autodéfense. Elsa Dorlin, nous le verrons, s'est intéressée aux stratégies de mise en jeu du corps des minorités en proie aux oppressions et aux stigmatisations en tout genre. De façon générale, les sociologues interactionnistes tels qu'Erving Goffman ont mis en avant différents répertoires d'actions auxquels on recourt les personnes stigmatisées comme déviantes au sein de la société. Ces stratégies peuvent aller de l'évitement, en cherchant notamment à soustraire son corps au regard d'autrui, ou du moins à se conformer autant que possible à ses attentes, jusqu'à des stratégies plus offensives, de confrontation directe, voire de revendication. Sans mettre sur le même plan mon expérience d'une oppression subie en tant que jeune adolescente
dans le milieu du collège et celles vécues par des communautés à des échelles politiques et en des périodes de temps et selon des degrés de violence autrement plus importants, il m'apparaît aujourd'hui que l'évolution de mon rapport au corps a répondu à une certaine logique en termes de mécanismes d'autodéfense, que je peux associer à l'analyse d'Elsa Dorlin par exemple, alternant notamment entre des tentatives de fuite et d'isolement, des réponses coup pour finalement opter pour une relative conformité. Parallèlement, la découverte du théâtre a pu constituer un véritable exutoire, dans lequel mon corps reprenait ses droits à l'espace, où il consentait à être regardé, pouvait s'amuser de ce qui m'était toujours apparu comme un grand jeu des identités. La scène n'étant que le reflet des constantes adaptations, de la valse, des rôles et des changements de masques qui caractérisaient l'ensemble des interactions sociales. Peu à peu, explorant diverses mises en jeu esthétiques et performatives de mon corps, j'ai appris à me sentir mieux dans mes baskets, à surmonter mes complexes et à me creuser une petite place dans un univers m'apparaissant pourtant toujours comme étranger et relativement absurde. Dans la grande libération qu'a constitué le début de la vie étudiante, mon corps est devenu la première source d'expression d'un sentiment d'harmonie, entre parenthèses retrouvé. Comme s'il pouvait enfin libérer une énergie trop longtemps contenue. J'en explorais 1001 expressions possibles et décidai de ne plus le brider, notamment dans cette danse effrénée. Cela ne signifie pas que j'étais parvenue à me libérer du carcan social. De nouveaux codes propres au milieu étudiant très corpo dans lequel j'évoluais s'imposaient à moi comme aux autres. Le rapport ascétique et méritocratique que j'entretenais en toute chose, et tout particulièrement au travail, perdurait également. En outre, en même temps que je me dotais progressivement des outils sociologiques pour les comprendre et les déconstruire, mon corps de jeune femme nouvellement adulte, bien qu'il n'en soit pourtant pas à ses premières expériences d'oppression de genre, faisait un peu plus connaissance chaque jour avec le sexisme, se débattant pour le combattre, mais l'intériorisant toujours un peu aussi. Le départ à l'étranger m'a ensuite confrontée à un autre regard, celui sur mon propre corps, en tant que représentante malgré moi d'une culture au bagage colonial, une culture qui faisait parfois rêver, fantasmer, mais qui incarnait aussi tout un tas de problèmes. Dans le même temps, mon regard à moi se confronta lui aussi à d'autres corps et d'autres manières d'habiter son corps. Germaient alors les premières réflexions sur le sujet. Et puis, il y a eu le plongeon dans les études décoloniales. À l'occasion d'un cours sur les mobilisations sociales en Amérique du Sud d'abord, et puis ensuite prolongé par la rédaction d'un mémoire sur les luttes des femmes indigènes contre les politiques extractivistes sur ce même continent qu'est l'Amérique du Sud. Je découvris alors l'existence de tout un pan historique et géographique du combat de femmes que j'ignorais jusque-là depuis mon petit milieu académique de sciences politiques françaises. Plusieurs combats de femmes m'interpellèrent, notamment par la place de première ligne que prenait le corps dans leur lutte. Il était le premier territoire à recevoir dans la chair les oppressions systémiques des pouvoirs en place, et le premier territoire par lequel et pour le respect duquel elles luttaient. Il était leur rempart personnel et en même temps inséparable du reste du territoire qu'elles défendaient. Je découvrais alors divers mouvements, le féminisme communautaire par exemple. Je m'intéressais également à certaines conceptions cosmogoniques, spirituelles ou culturelles, très présentes dans diverses parties du continent, et tellement différentes des conceptions philosophiques occidentales dans lesquelles j'avais grandi. Parallèlement, toujours en quête de ponts à tracer entre les territoires et les époques, je m'intéressais également à l'écoféminisme, sur lequel je reviendrai à coup sûr plus tard dans certains podcasts. Et puis vers la mise en jeu de mon propre corps sur le terrain, lors d'un stage de fin d'études en Équateur. La difficulté physique de m'adapter à la nourriture locale, puis à la culture locale tout court. Les interrogations sur ma propre place en tant que corps opprimé, également oppresseur malgré lui. L'indigestion physique réveillant un mal-être et des angoisses autrement plus profonds. Une perméabilité toujours plus importante à l'ensemble des injonctions notamment alimentaires nous environnant. Un sentiment de solitude et d'impuissance de plus en plus violent. La perte d'idéaux. La montée d'un rejet de plus en plus intense de ma propre existence et du monde qu'il avait mis au monde et l'encadrait fermement. Une crise existentielle. Une crise personnelle, s'enveloppant progressivement du voile de l'anorexie mentale et me projetant dans un rapport totalement aliéné à moi-même, jusqu'à la maladie, en quelque sorte, et un quotidien totalement chamboulé. De retour en France, il m'est devenu vital de comprendre par quel mécanisme j'avais pu sombrer aussi vite. Pour donner du sens, pour dépasser l'irrationalité,
la folie de mon comportement. La mettre ainsi à distance et si possible la transformer en un nouveau rapport, autrement créateur plutôt que destructeur, pouvoir me servir à moi, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui, à un moment ou à un autre, peuvent en venir à traverser des expériences similaires. Comprendre pour également lutter. Car ce rapport à mon corps n'est pas un rapport choisi. Il ne l'a jamais été. Il est né d'une certaine socialisation, du croisement de multiples expériences et de régimes de vérité. Bien au-delà, il est à replacer dans un certain modèle de société, imprégné de relations de pouvoir, que mon corps rejette aujourd'hui autant qu'il le peut, par des moyens déconcertants et inutiles, à défaut de trouver comment réellement défaire l'ensemble des mécanismes de domination qui le maintiennent assigné à un rôle, une place qu'il refuse. Si j'ai aujourd'hui la chance d'avoir un bagage culturel qui me permet de venir explorer par la philosophie, la sociologie, la psychoanalyse, l'art, l'ensemble des rapports de pouvoir qui m'ont dit le mon et notre rapport au corps, c'est bien entendu loin d'être le cas de tout un chacun et chacune. C'est pourquoi en ouvrant cette série de podcasts par mon propre témoignage, je souhaite m'adresser à quiconque souhaiterait venir joindre sa voix et confronter ses réflexions et ou ses ressentis sur son corps ou le corps en général. Ouvrir un nouvel espace d'échange public sur ce quelque chose que nous expérimentons tous, qui nous caractérise tous, d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Et par la mise en commun de nos expériences et de nos observations, peut-être parviendrons-nous à démêler et déconstruire progressivement ces rapports de pouvoir qui pèsent sur nos corps, à nous réapproprier la puissance de ces derniers, à réinventer de nouvelles manières de les mettre en jeu, dans la lignée de toutes les luttes résistantes, de toutes les danses, de tous les orgasmes en tout genre, hérités des générations des autres damnés, pour reprendre l'expression de Frantz Fanon, qui n'ont jamais renoncé à cracher un droit, voire un désir de vivre à la face du pouvoir et de l'autorité. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. À bras le corps.